Comment la Russie perçoit-elle l'instrumentalisation de l'Ukraine par l'Occident? Et quelles leçons tire-t-elle des grandes crises internationales, du conflit en Ukraine à la tragédie humanitaire de Gaza? Alexandre Viktorovitch, vice-ministre russe des Affaires étrangères, livre une analyse sans détour sur les tensions mondiales et les défis actuels de la diplomatie. Dans cet extrait d'interview, Alexandre Viktorovitch propose une lecture tranchante des relations internationales. Il met en lumière la résilience de la société russe face aux pressions extérieures, revient sur le conflit ukrainien et critique l'implication de l'Occident dans l'aggravation des crises mondiales. Il fustige l'échec des démarches diplomatiques européennes, en particulier celle de la France, et dénonce une hypocrisie persistante dans la gestion de drames comme celui de Gaza. S'appuyant sur l'héritage de figures telles que Charles de Gaulle et François Mitterrand, il appelle à renouer avec un dialogue véritablement inclusif, seul capable de surmonter les clivages actuels et de ramener la stabilité en Europe et au-delà. Je vous laisse découvrir cette interview très riche. C'est parti. C'est la question que j'ai à ce sujet. Le dernier paquet de sanctions, le 18e, a été adopté il y a quelques jours. Et il est visé à saper la confiance de la société russe à l'intérieur, envers le président, à provoquer des protestations, etc. À votre avis, par exemple, la société russe était-elle unie en 2022 au début du conflit et maintenant? S'agit-il des sociétés différentes? L'attitude a-t-elle changé? La société est absolument unie. Et comme d'habitude, c'est caractéristique du caractère russe. Et en fait, cela détermine la nature de la personne russe quand, dans des conditions difficiles, ils peuvent être internes et externes, la société s'unit. Et maintenant, la menace est bien sûr que nous allons voir encore plus de cohésion de la société autour du gouvernement, autour du président, autour des valeurs et autour des objectifs que nous défendons. Quelques mots sur Vladimir Zelensky. Depuis le début du conflit en 2022, le dirigeant ukrainien a toujours été soutenu par des chefs d'État européens. Il y a quelques jours, le journaliste américain Seymour Hersh a écrit que Washington est fatigué de Zelensky. Et apparemment, bien sûr, jusqu'à présent, tout cela n'est encore que dans la presse, mais il serait prêt à le remplacer. Vrai ou faux, c'est même un problème secondaire. Dans ce contexte, comment les pays d'Europe occidentale devraient-ils soutenir Zelensky et comment devraient-ils se comporter étant donné que Washington prend finalement une décision? Que pensez-vous que les dirigeants européens devraient faire? Je ne sais pas ce que les dirigeants européens devraient faire. Car à toutes les phases du conflit ukrainien, ils ont fait preuve d'impuissance totale et de réticence à contribuer à son règlement, à commencer par le coup d'État sanglant sur Maïdan, en Ukraine, où 3 pays, l'Allemagne, la France et la Pologne, ont garanti la mise en œuvre de l'accord sur la création d'une période de transition, l'élection d'un président, etc. Si tout cela avait été fait, Porochenko aurait été élu, la Crimée serait restée en Ukraine et la question avec l'Ukraine en tant que telle aurait été close. Le deuxième point est les accords de Minsk. Les accords de Minsk sont une triste histoire pour l'Europe. Là encore, l'Allemagne et la France ont joué un rôle particulier. Permettez-moi de vous rappeler que le sens des accords de Minsk était que les 2 républiques qui avaient obtenu l'indépendance à la suite de la lutte pour leurs propres valeurs, lorsque Porochenko a déclenché une guerre civile contre elles, déclarant une opération terroriste, elles ont fini par retourner en Ukraine, étant entendu que les valeurs fondamentales des droits de l'homme seraient protégées. Cela concerne tout d'abord le droit des Russes de parler russe, d'honorer leurs héros, etc. La clause finale de ces accords stipulait que les gardes-frontières ukrainiens retourneraient à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qu'ont fait l'Allemagne et la France.
Ils n'ont pas levé le doigt pour pousser Porochenko vers leur mise en œuvre. Et puis, comme on le sait, François Hollande et le chancelier Merkel l'ont dit, et nous n'allons pas les mettre en œuvre. Cela a été fait pour gagner du temps afin de permettre à l'Ukraine de se réarmer. Et enfin, la dernière histoire, c'est avec les accords d'Istanbul. Quand tous les éléments étaient sur la table, ils étaient tous d'accord. Mais Zelensky a refusé, sous pression, comme vous le savez, de Boris Johnson. Donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a du sens dans toute la politique occidentale, la politique de l'OTAN, la préparation à la guerre avec la Russie et la défaite stratégique? Alors nous voyons que leur intérêt n'est pas vraiment de parvenir à la paix. Et en ce sens, Zelensky répond à cette tâche. Il a été élu président de paix, il a défendu la paix et il a été élu pour. Mais il est devenu président de la guerre. Et à ce titre, il satisfait tout le monde, tout à fait bien en accord avec l'Ouest. Si les objectifs en Ukraine changent, alors probablement Zelensky comme un instrument deviendra inutile et il aura un destin différent. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce que je dis, il n'y a pas d'étirement. Parce que si vous regardez les déclarations officielles qui ont été faites au sommet de l'OTAN, Rutte a dit, en résumant, nous avons deux tâches. La première est de rendre l'OTAN plus létale, non pas en ce sens qu'elle mourra demain, mais plus mortelle. Et le second est de garder Kiev, garder l'Ukraine dans la bataille. C'est la fin de la citation, ce sont là les tâches qui ont été formulées. En ce sens, Zelensky et son régime sont un instrument idéal. Nous ne parlons pas beaucoup du conflit israélo-palestinien sur notre chaîne parce que depuis 3 ans, nous parlons du conflit en Ukraine. Mais les questions viennent aussi de nos auditeurs. Et très souvent, il est clair que la position officielle de la Russie est connue. Il est facile de la trouver sur Internet. Mais certains écrivent, par exemple, qu'ils s'attendent à des actions concrètes concernant le règlement du conflit entre Israël et la Palestine. Que pouvez-vous leur dire? Que puis-je dire? La situation est en fait monstrueuse. Elle nous inquiète beaucoup. Nous avons à maintes reprises exprimé notre attitude de principe à cet égard et condamné les actions d'Israël. À ce jour, le nombre de morts est de dizaines de milliers, le nombre de victimes est déjà de centaines de milliers. Environ 1 demi-million de personnes sont sur le point de mourir de faim. Il n'y a ni électricité, ni eau propre, ni nourriture, ni énergie. Les organisations humanitaires ne peuvent pas y arriver. Par conséquent, la tâche principale aujourd'hui est de mettre fin à l'action militaire de la violence. La deuxième chose est de faire cette opération humanitaire. Gaza est sur le point de disparaître, en ce sens qu'il sera impossible de reconstruire. Ce ne sera plus un environnement où les gens peuvent vivre. Ce sont de terribles perspectives. Après cela, bien sûr, nous devons revenir au processus de paix. Contrairement à d'autres pays, d'autres n'ont aucune position. Nous regardons la position de l'UE, fondée sur des principes. Et leur réaction, parfois sur la situation au Moyen-Orient, en général, n'indique pas qu'il y a une approche de principe des questions de sécurité, la justice fondamentale. C'est la première chose. Il y a beaucoup d'hypocrisie et de deux poids, deux mesures. L'UE est déchirée par différents groupes, mais nous avons toujours été cohérents. Nous avons participé à tous les efforts et avons joué un rôle très important. Et lorsqu'ils rédigeaient et approuvaient l'élaboration des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, nous avons travaillé au Quatuor activement lorsqu'il existait, jusqu'à ce que les Américains prennent l'initiative entre leurs mains et promettent solennellement à chacun de décider eux-mêmes de tout.
Ne vous gênez pas. Nous avons appuyé l'initiative de la Ligue arabe de 2002 et notre position demeure inchangée. Sans l'établissement d'un État palestinien national, la paix au Moyen-Orient ne viendra pas et nous sommes prêts pour le travail. Comme je l'ai déjà dit, les dossiers régionaux sont prêts à être discutés avec tous ceux qui sont en mesure de parler normalement dans les conditions actuelles. Alexandre Viktorovitch, vous êtes un vrai diplomate, vous êtes dans ce métier presque toute votre vie. Et il est clair que la guerre est toujours une mauvaise décision et nous voulons voir le travail des diplomates. Et en Europe, surtout lorsque nous rencontrons des experts sur notre plateforme, tout le monde dit où est passé notre niveau de diplomatie en Europe. Quand nous commençons enfin à se mettre d'accord, combien de temps faut-il pour que la Russie et la France parviennent à se mettre d'accord? Je pense que ce n'est pas une question de temps, c'est une question de gens et de politiciens qui peuvent se parler. Nous nous souvenons de Gaulle, par exemple. Ce qui arrive à la politique étrangère française est un processus évolutif. En 1964, De Gaulle déclare que la France est capable de se défendre. En 1965, il a retiré la France de l'organisation militaire de l'OTAN, déclarant également que nous ne voulons pas, nous, les Français, ne voulons pas participer à des guerres auxquelles nous ne voulons pas participer. Et puis Nicolas Sarkozy, avec qui d'ailleurs nous avions des relations normales, mais il y a eu des discussions au niveau des dirigeants quand il a soudainement décidé de retourner la France à l'organisation militaire de l'OTAN. Il a soutenu la position que cette mesure renforcerait le pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire affaiblira l'influence américaine, mais le résultat n'est pas l'européisation de l'OTAN, mais l'otanisation de la France. Revenir à notre attitude envers la France aujourd'hui, malgré toutes ces sympathies, bien sûr, nous ne pouvons que prendre en compte le fait que dans tous les documents stratégiques français, qui sont effectivement copiés de l'OTAN et de l'UE, nous apparaissons comme une menace. Et ce que la France fait réellement, c'est d'abord fournir des armes lourdes à longue portée, des chars, des systèmes d'artillerie et des Mirages, sont déjà sur le champ de bataille. En plus, en fait, la France a rejoint les rangs des pays les plus russophobes, tant à l'OTAN que dans l'UE. Le président Macron est en fait l'auteur du concept d'envoi d'un contingent en Ukraine. Le quartier général de ce contingent sera situé à Paris. C'est un peu comme ça. Pour revenir à votre question sur le diplomate, je peux vous poser une énigme. C'est une citation d'un discours. Vous devriez deviner qui a dit ça. La question: si l'OTAN s'élargira et si elle s'élargira vers des pays de l'Europe centrale, ce qui fait dire aux Russes, avec quelques raisons d'ailleurs, qu'ils voient la frontière militaire des pays d'Occident se rapprocher de leurs propres frontières, c'est indéniable. Nous ne tenons pas du tout à apparaître comme cherchant une querelle ou une raison de dissension nouvelle en Europe, spécialement avec la Russie qui ne le mérite pas, et l'on empêchera très difficilement ce pays d'éprouver le sentiment d'être encerclé. Si l'on donne des garanties à ces pays-là, on peut en donner aussi, d'un autre ordre mais aussi important, à la Russie elle-même. On peut prévoir, imaginer un traité plus ferme encore dans la manière de traiter l'avenir entre la Russie et les pays d'Occident. Mais à mes yeux, je ne suis pas le seul à penser comme cela, rien ne serait pire que de donner le sentiment qu'on a reconstitué les blocs. Il ne faut pas donner le sentiment que l'Occident se laisserait reprendre par le désir de reconstituer son propre bloc très puissant, au fond dominateur, qui recule peu à peu autour de la Russie, les frontières internationales, les frontières des grandes alliances. Rien ne doit être fait qui développe ce sentiment de crainte en Europe et qui donne le sentiment qu'il y a un côté qui veut absolument retrouver les errements anciens et créer des structures prêtes à un affrontement. Qui a dit cela? Kissinger, je ne sais pas. Non. Nous sommes en 1994, le 5 décembre, le discours de François
Mitterrand au sommet de l'OSCE à Budapest, et je suis témoin de cela. Pour cela, je me suis revenu à son discours, et c'était assez dramatique parce qu'il n'était déjà pas dans la meilleure forme physique. Il a dû parler soit 4e ou 5e. Et quand on leur a donné la parole le matin, au début de la session, tout le monde se bat pour le premier numéro. Il a demandé à l'hôte, le président, de parler hors des horaires officiels, et tout le monde a compris que ce serait un testament politique. Et quand vous parlez de diplomatie, c'est la diplomatie, et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la préparation de la guerre. Par conséquent, le dialogue ne sera possible que lorsque les gens comprendront que la paix en Europe ne peut être ignorée, que la paix en Europe n'est pas le jardin de Joseph Barelli, ni la chose terrible qui a été écrite dans la déclaration commune de l'OTAN et de l'UE, que le sens de notre coopération est d'utiliser tous les moyens économiques, militaires, politique à notre disposition pour protéger notre milliard. Une Europe divisée, si cette philosophie prévaut, alors, premièrement, il n'y aura pas de sécurité. Et deuxièmement, cette philosophie, elle conduit simplement au fait que le monde est déjà devenu multipolaire, mais la cristallisation de ce monde ira plus vite parce que les peuples ne veulent plus que le monde ressemble à un globe de l'OTAN ou à un globe de l'UE et soit gouverné depuis cette capitale ou d'une autre, de Bruxelles, de Washington, de Paris ou de Berlin. Berlin prétend désormais jouer le premier violon non seulement dans les affaires économiques, où les choses ne sont pas très bonnes, mais aussi dans les affaires militaires et politiques, et en passant à la place des Européens, ces ambitions qui ont été exprimées par le chancelier allemand pour devenir la puissance militaire la plus puissante en Europe. Je pense que c'est un message qui devrait vous faire froid dans le dos. Oui, tout le monde, pas la Russie. Nous savons déjà comment faire face à la menace depuis le sol allemand. Par conséquent, le temps de la diplomatie viendra probablement lorsque la réalisation de la futilité de la voie sur laquelle, malheureusement, les Européens, unis dans le cadre de l'OTAN, de l'UE et d'ailleurs dans d'autres formats, se révélera maintenant être un nouveau triangle. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, très belliqueux pour une raison, qui est également axée sur la lutte contre la Russie. Alors, il y aura des chances. Entre-temps, nous allons traiter des affaires courantes. Merci beaucoup de votre temps pour le dialogue franco-russe. Cet échange révèle l'ampleur de la fracture entre la Russie et l'Occident, alimentée par une logique de confrontation incarnée par l'OTAN et l'exploitation politique du conflit ukrainien. Viktorovitch dénonce l'échec de l'Europe à respecter les engagements des accords de Minsk et son alignement sur une posture russophobe. Il alerte également sur la crise humanitaire en cours à Gaza, soulignant l'urgence d'une diplomatie juste et équilibrée. Malgré un espoir mesuré quant à une relance du dialogue, notamment avec la France, il insiste sur la nécessité d'abandonner les politiques agressives au profit d'un système de sécurité collective, condition indispensable à l'instauration d'une paix durable, tant en Europe qu'à l'échelle mondiale.